La voix du directeur résonna dans le couloir tandis que Tessa Ellis, 6 ans, était escortée hors de l'école élémentaire Jefferson. « Tu es expulsé, vide ton bureau. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup physique. La petite silhouette de Tessa tremblait, mais son menton restait immobile. De hautes larmes de défi coulaient sur ses joues tachetées de rousseur alors qu'elle serrait son sac à dos couvert de bergers allemands dessinés à la main. Les enfants et les enseignants, rassemblés, regardaient, dans un silence stupéfait, la petite fille, connue pour sa gentillesse tranquille, être conduite vers la sortie quelques instants avant que la classe n'explose dans le chaos. Victor Sullivan, un vétéran de la marine décoré aux yeux hantés, était tombé à genoux pendant sa présentation pour la journée des anciens combattants, pris d'une crise de panique soudaine. Son chien d'assistance, Zeus, un berger allemand stoïque aux yeux intelligents, s'était pressé contre lui en accomplissant la tâche pour laquelle il avait été formé. C'est à ce moment-là que l'inspecteur de la santé, Davis, avait pointé un doigt accusateur. Le presse-papier était serré comme une arme. Tondre des animaux dans les locaux de l'école. C'est une violation flagrante. Le directeur avait donné un ultimatum à Tessa après qu'elle se soit interposée entre eux en récitant les lois sur les chiens d'assistance. D'une voix petite mais ferme, elle avait choisi le vétéran plutôt que les règles de l'école. Maintenant que les lourdes portes se fermaient derrière elle, Tessa se tenait seule sur les marches de l'école, son petit sac à dos dans une boîte de crayons, ses seuls compagnons. Elle s'essuya les yeux du revers de la main et commença le long chemin du retour en se demandant comment elle expliquerait cela à son grand-père Ali King, à son insu. Un véhicule noir du gouvernement s'était arrêté au coin de la rue, et une silhouette en uniforme l'observait à travers la fenêtre. Les yeux se plissèrent avec détermination. La confrontation ne faisait que commencer. Laissez un j'aime et partagez vos pensées dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous regardez à partir de maintenant. Continuons l'histoire. Tessa Ellis n'était pas une enfant ordinaire de 6 ans, depuis qu'elle avait perdu ses parents dans un attentat à la bombe en Afghanistan, il y a 3 ans. Elle vivait avec son grand-père George, un vétéran du Vietnam dont le cri nocturne résonnait encore dans leur modeste maison de Maple Street. Le syndrome de stress post-traumatique du vieil homme s'était amélioré depuis que Tessa était venue vivre avec lui. Sa présence innocente calmait en quelque sorte les démons qui le hantaient depuis des décennies. Elle avait développé une connaissance inhabituelle des protocoles militaires et des droits des vétérans. Elle absorbait les histoires de son grand-père comme une éponge, et le plus remarquable était son talent artistique. Partout où elle allait, Tessa portait un livre rempli de dessins détaillés de bergers allemands. Son grand-père lui avait raconté des histoires de chiens fidèles qui avaient sauvé son unité d'innombrables fois dans la jungle, et elle était fascinée depuis. Malgré ses débuts tragiques, Tessa avait maintenu une luminosité qui touchait tous ceux qu'elle rencontrait. Bien que l'absence de ses parents ait laissé un calme en elle qui semblait au-delà de ses années, Millfield était une ville divisée, bien qu'on ne le sache pas au drapeau qui ornait presque chaque porche. Les prochaines élections municipales avaient divisé la communauté entre ceux qui priorisaient le soutien aux vétérans et ceux qui se concentraient sur les règles de sécurité scolaire. L'école élémentaire Jefferson avait reflété cette tension avec sa récente mise en œuvre d'une politique stricte de tolérance zéro pour les animaux, en réponse à une attaque de chiens vicieuse dans la ville voisine de Greenville, qui avait laissé un enfant défiguré de façon permanente. Le timing n'aurait pas pu être pire, avec les célébrations de la journée des anciens combattants prévues dans tout le district et les animaux d'assistance de plus en plus courants à mesure que de plus en plus de soldats revenaient de déploiement à l'étranger. Les acteurs clés du monde de Tessa formaient un réseau complexe de motivations contradictoires. Le directeur Warren, un ancien capitaine de l'armée qui avait perdu son fils unique en Irak, dirigeait l'école élémentaire Jefferson avec une précision militaire, son chagrin se transformant en une adhésion inflexible aux règles. L'inspecteur sanitaire Davis portait son propre traumatisme, sa fille avait failli mourir d'une attaque de berger allemand 2 ans auparavant, et cela le laissait avec une peur profonde, masquée par une préoccupation professionnelle. Victor Sullivan avait servi avec le grand-père de Tessa au Vietnam. Son SSPT, bien pire, était gérable seulement avec la présence constante de Zeus, son chien d'assistance. Le colonel Daniel Harper restait un mystère, son lien avec la famille Ellis n'était pas immédiatement apparent, bien que son apparition à ce moment précis suggérait une connaissance au-delà de la coïncidence. Et au centre se trouvait le grand-père George, dont la santé déclinante était devenue la principale préoccupation de Tessa, concernant ses médicaments et ses rendez-vous chez le médecin,
suivi avec soin dans son calendrier Hello Kitty. La journée des anciens combattants à l'école élémentaire Jefferson avait toujours été une occasion spéciale, mais cette année promettait quelque chose d'unique. Victor Sullivan, avec sa présence imposante malgré ses épaules voûtées et une légère boiterie, avait été invité à parler du rôle des chiens d'assistance dans le rétablissement des anciens combattants. La classe de CE2 bourdonnait d'excitation lorsqu'il entra avec Zeus, un magnifique berger allemand dont les yeux alertes scrutaient la pièce avant de s'installer dans une position protectrice à côté de son maître. Le principal Warren avait fait une exception à la politique d'interdiction des animaux pour cette présentation éducative, bien que son expression tendue révélait son malaise face à la décision. « Voici Zeus », expliqua Victor, sa voix gagnant en force lorsqu'il parlait de son compagnon. « Ce n'est pas un animal de compagnie, c'est un compagnon de combat qui m'aide quand les choses deviennent difficiles. » Les enfants écoutaient avec une attention soutenue. Victor expliquait comment Zeus. « De nous, pas des ragots en ville. » Il s'est levé et m'a tendu la main. « Me permettriez-vous de vous ramener chez vous ? Je pense que ton grand-père et moi devons avoir une conversation sur ton avenir. » Tessa n'a hésité qu'un bref instant avant d'accepter sa main. Quelque chose chez le colonel Harper lui rappelait son père. La même présence constante, la même détermination tranquille. Alors qu'il marchait vers son véhicule, la ville a semblé le remarquer. Madame Peterson est sortie de sa boulangerie, regardant avec une curiosité non dissimulée un officier militaire de haut rang escorter la petite Tessa Ellis jusqu'à un SUV du gouvernement. Monsieur Thompson s'est arrêté. Il a encore balayé, cette fois sortant son téléphone pour passer un appel. Au moment où le colonel Harper avait aidé Tessa à s'asseoir sur le siège passager et l'avait attachée avec une ceinture de sécurité, au moins une douzaine de personnes de la ville avaient été témoins de l'interaction et le réseau de ragots de Millfield avait commencé à bourdonner d'activité. Le trajet jusqu'à la maison des Ellis a pris moins de 10 minutes, mais cela a marqué le début d'une réaction communautaire qui allait bientôt dégénérer. Incontrôlable. Alors que le SUV s'éloignait du Vétéran Memorial Park, le candidat à la mairie Roberts sortait du café de l'autre côté de la rue. Reconnaissant Tessa et le véhicule militaire, il a immédiatement appelé son directeur de campagne. « Obtenez-moi tout sur la politique relative aux animaux d'assistance de l'école élémentaire Jefferson », a-t-il ordonné. « Je pense que nous venons de trouver notre sujet gagnant. » Pendant ce temps, Victor Sullivan avait quitté l'école avec Zeus, secoué par l'incident mais déterminé à arranger les choses. Son premier arrêt était les bureaux de The Millfield Gazette, où son cousin travaillait comme journaliste. En quelques heures, la nouvelle de l'expulsion de Tessa atteindrait tous les coins de Millfield, déclenchant des débats dans les salons, les restaurants et les groupes de médias sociaux. Le secrétaire du conseil scolaire avait déjà reçu 3 appels réclamant une réunion d'urgence et le principal Warren avait été convoqué au bureau du surintendant pour expliquer ses actes. Ce qui avait commencé comme une confrontation en classe évoluait rapidement vers une crise communautaire avec une fillette de 6 ans et un chien d'assistance berger allemand dans son centre. George Ellis se balançait doucement sur le porche lorsque le SUV du colonel Harper s'est arrêté dans l'allée. Les yeux du vétéran âgé, voilés par la cataracte mais toujours perçants, se rétrécirent à la vue de sa petite fille arrivant à la maison plus tôt que prévu dans un véhicule gouvernemental. Il lutta pour se relever. L'arthrite rendait ses mouvements lents et délibérés tandis que Tessa montait les marches en bois usé et se jetait dans ses bras. Le colonel Harper le suivait à une distance respectueuse, chapeau à la main, comprenant la gravité du moment. Le regard échangé entre les deux vétérans n'avait pas besoin de mots. Quelque chose était arrivé à Tessa et c'était grave. À l'intérieur de la modeste maison, remplie de photos de camarades tombés au combat et de membres de sa famille, Tessa était assise entre son grand-père et le colonel tandis que l'histoire se déroulait. Le visage buriné de George Ellis restait impassible, une compétence acquise lors de longues patrouilles dans la jungle, mais ses mains tremblaient sensiblement tandis que Tessa racontait son expulsion. Le vieil homme ferma brièvement les yeux, sa respiration devenant laborieuse. La voix de grand-père Tessa tremblait d'inquiétude. Le colonel Harper reconnut immédiatement les signes. Les pauvres avaient des sueurs froides, une respiration irrégulière et il attrapa son téléphone. Monsieur Ellis avait besoin de soins médicaux. Il avait déjà composé le 911. « Tessa, sais-tu où sont ces médicaments ?» La jeune fille acquiesça.
Elle courut vers la cuisine où une rangée de flacons de médicaments orange était soigneusement rangés. Ils avaient changé sur une étagère. À l'arrivée de l'ambulance, George Ellis était à moitié conscient. Son pouls était faible et irrégulier. Les ambulanciers travaillèrent efficacement, le chargeant sur une civière tout en expliquant à Tessa, terrifiée, que son grand-père avait un problème cardiaque, peut-être déclenché par le stress. Alors qu'il se préparait à partir, un nouveau problème apparut. Qui prendrait soin de Tessa ? Je resterai avec elle jusqu'à ce que sa famille puisse être contactée, proposa le colonel Harper, montrant sa carte d'identité militaire aux ambulanciers. L'un d'eux reconnut le nom et fit un signe de tête respectueux à Tessa. Il ajouta, « Ton grand-père recevra les meilleurs soins possibles. En attendant, y a-t-il quelqu'un à proximité qui pourrait venir rester avec toi ? Un voisin peut-être ?» Tessa pensa immédiatement à M. Winners, leur voisin âgé qui apportait souvent des ragoûts. Les arrangements furent faits rapidement. Madame Winners resterait chez les Ellis pendant que le colonel Harper commençait à faire des appels pour localiser les proches de Tessa. Le lendemain matin, la Gazette de Millfield fit la une avec un titre qui envoya des ondes de choc à travers la communauté, la petite fille d'un héros local expulsé pour avoir défendu un chien d'assistance vétéran. Le cousin de Victor Sullivan avait écrit un récit passionné de l'incident, avec des citations de parents indignés qui avaient été témoins du départ de Tessa de l'école. L'article mentionnait l'hospitalisation de George Ellis, impliquant un lien entre son état et le stress de l'expulsion de sa petite fille. À midi, l'histoire avait été reprise par les médias régionaux et un journaliste de la capitale de l'État était arrivé pour couvrir la situation en développement. Le directeur Warren passa cette matinée dans une réunion tendue avec le surintendant du district à défendre sa décision tandis que les demandes des médias affluaient. La fille était insubordonnée, insista-t-il en redressant sa cravate nerveusement. Nous avons des politiques sur la contestation des figures d'autorité. La surintendante, une femme politiquement avisée avec un œil sur les prochaines élections du conseil scolaire, était moins préoccupée par l'insubordination que par le désastre potentiel de relations publiques. Comprends-tu à quoi cela ressemble, dit-elle avec lassitude. Tu as expulsé un orphelin de 6 ans dont les parents sont morts en servant notre pays parce qu'elle a défendu un chien d'assistance aidant un vétéran souffrant de SSPT ? J'ai déjà reçu des appels de 3 organisations de vétérans de l'ACU. Pendant ce temps, l'avenir scolaire de Tessa était en jeu. Madame Wyer s'occupait maintenant temporairement de l'enfant pendant que les heures de visite à l'hôpital étaient restreintes. Elle tenta de l'inscrire à l'école élémentaire Riverside voisine. Le directeur, après une brève consultation téléphonique avec son homologue de Jefferson, refusa le transfert. « Nous ne voulons pas nous impliquer dans cette situation », expliqua-t-il en s'excusant. « L'enseignement à domicile serait peut-être approprié jusqu'à ce que les choses se calment. » Des réponses similaires vinrent des 2 autres écoles élémentaires situées à une distance raisonnable. Le message était clair. Tessa Ellis était devenue radioactive. Un passif qu'aucun administrateur ne voulait assumer. Pentagone. Le secrétaire d'État aux affaires des anciens combattants avait pris conscience de la situation et envisageait une intervention personnelle. Le directeur Warren avait demandé une réunion privée avec le colonel, loin de l'attention des médias et de la surveillance du district scolaire. Les incidents isolés convergeaient vers une confrontation qui allait bientôt forcer toutes les parties à révéler leur véritable motivation, potentiellement, à guérir des divisions plus profondes que quiconque ne l'avait initialement reconnu. À l'approche de la réunion du conseil scolaire du mardi, les médias nationaux se sont rendus à Millfield. Des camions satellites s'étaient alignés sur Main Street, des journalistes avaient mené des interviews avec toute personne connectée, de près ou de loin, à la situation et les médias sociaux bourgeonnaient d'opinions de personnes qui n'avaient jamais mis les pieds dans la ville. Les entreprises locales avaient connu une augmentation de la clientèle, bien que la fracture de la communauté ait signifié que certains établissements avaient été délibérément boycottés par une faction ou une autre. Le conflit de cette petite ville s'était métamorphosé en une bataille symbolique sur des valeurs sociétales plus larges, le respect de l'autorité contre la défense des personnes vulnérables, la sécurité scolaire contre l'hébergement pour les personnes handicapées, les traumatismes personnels contre la responsabilité professionnelle. Zeus était resté aux côtés de Victor Sullivan, inconscient de son rôle dans le drame qui se déroulait, mais sentant intuitivement le niveau de stress élevé de son maître.
Le comportement calme du berger allemand, face au chaos, avait servi de démonstration vivante des capacités même des animaux d'assistance que Tessa avait défendu lorsqu'un journaliste particulièrement agressif s'était approché de Sullivan à l'extérieur de son immeuble. Zeus s'était positionné de manière protectrice entre eux, sans agressivité, un moment capturé sur vidéo qui avait validé davantage les arguments en faveur de l'hébergement des animaux d'assistance. La scène était prête pour un jugement public qui modifierait la trajectoire de nombreuses vies, en particulier celle d'une fillette de 6 ans qui avait simplement agi sur les valeurs inculquées par l'héritage militaire de sa famille. Alors que le colonel Harper examinait ses notes en préparation de la réunion du conseil scolaire, son téléphone avait sonné avec un message de l'hôpital George Ellis demandant à lui parler de toute urgence. Quelque chose dans la voix du vétéran âgé suggérait qu'il avait pris une décision critique concernant l'avenir de sa petite fille, une décision qui ajouterait encore un autre élément imprévisible à une situation déjà volatile. L'auditorium de l'école élémentaire Jefferson n'avait jamais été aussi bondé. Les rangées de chaises pliantes semblaient insuffisantes alors que les membres de la communauté remplissaient l'espace, debout le long des murs et se déversant dans les couloirs. La réunion d'urgence du conseil scolaire, prévue pour 19 h, avait attiré une participation sans précédent. Les membres du conseil étaient assis, mal à l'aise, à une longue table sur la scène. Leur discussion procédurale habituelle s'était transformée en ce qui ressemblait davantage à un tribunal public. Les policiers locaux s'étaient positionnés stratégiquement dans la salle, mesure de précaution compte tenu des tensions communautaires qui s'étaient intensifiées au cours de la semaine écoulée. La surintendante Margaret Phillips avait ouvert la réunion à 19 h précises. Sa voix avait été amplifiée par un microphone qui produisait des retours occasionnels. Cette session d'urgence du conseil scolaire de Millfield aborderait les récents événements survenus à l'école élémentaire Jefferson, impliquant l'élève Tessa Ellis, le directeur Robert Warren et les politiques du district concernant les animaux d'assistance sur le terrain de l'école. Sa neutralité pratique n'avait pas contribué à atténuer la gravité de la situation. Les équipes de 3 chaînes avaient ajusté leur équipement pendant qu'elles présentaient le format déclaration des principales parties prenantes, suivie de délibérations du conseil et de commentaires publics. Le directeur Warren avait été appelé en premier. Sa présence généralement imposante avait été diminuée par l'examen minutieux auquel il était confronté. Il avait redressé sa cravate, une habitude nerveuse qui s'était accentuée ces derniers jours, et s'était approché du microphone. « Je maintiens ma décision d'appliquer la politique scolaire », avait-il commencé d'une voix ferme, malgré les murmures qui traversaient le public. « Je respecte nos vétérans. L'ordre doit être maintenu dans un environnement éducatif. » La jeune Miss Ellis a directement défié les figures d'autorité et a utilisé un langage incendiaire. Il avait décrit la politique d'interdiction des animaux de l'école, soulignant les récentes préoccupations en matière de sécurité suite à des incidents dans les communautés voisines. Le soutien émotionnel aux vétérans ne peut pas remplacer la sécurité des élèves, avait-il conclu en retournant à sa place sous un mélange d'applaudissements et de désapprobation vocale. Lorsque Victor Sullivan avait été présenté, Zeus avait tapoté fidèlement à côté de lui jusqu'au podium. La présence du berger allemand avait immédiatement déclenché des débats chuchotés dans toute la salle, illustrant parfaitement la controverse en cours. Sullivan, toujours mal à l'aise avec la prise de parole en public malgré son passé militaire, avait gardé une main sur Zeus alors qu'il s'adressait au conseil. « Il ne s'agit pas d'un traitement spécial », avait-il déclaré. Sa voix gagnait en force à mesure qu'il continuait. Les chiens d'assistance comme Zeus sont protégés par la loi fédérale car ce sont des nécessités médicales et non des animaux de compagnie. Il avait décrit comment Zeus avait détecté sa crise de panique imminente en classe ce jour-là, empêchant potentiellement un épisode plus grave. Quel message cela envoie-t-il aux enfants lorsque nous punissons quelqu'un pour avoir défendu la loi ? Plusieurs vétérans présents avaient hoché la tête vigoureusement, certains s'étaient levés en signe de solidarité. La tension dans la salle avait atteint son paroxysme lorsque Sullivan avait révélé